Bon, tu sais quoi, vas-y, je te laisse à toi l'honneur. Je m'y attendais pas à ça, mais c'est génial. Tu vas faire 10 épisodes là, non? Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un invité exceptionnel pour inaugurer cette série. Qui est Stéphane Etève? C'est quelqu'un que je connais pas en fait. Et on passe dans une rue et puis je vois écrit Aïkido. Je fais ouais, bah c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Enfin, en tout cas, celui que tu as décrit là, je sais pas qui c'est. Hein. On était une bande de timbrés en fait. Ça n'a pas changé, hein, tu me diras. C'est beau, je veux dire, les techniques que Christian Tissier faisait, c'était vraiment très très beau. Je trouvais ça très beau. Mais dans la réalité, personne fait de la PPO. Je cause trop. Non, on va couper, hop. Et est-ce que tu trouves que ça crée des tensions? Il peut y avoir des incompréhensions, alors que c'est pas du tout la même chose. On peut être un très très bon technicien et un très mauvais pédagogue. Je veux dire plein de ça va être bien. Attention, 3, 8, 12. Bonjour et bienvenue sur AikiTalk, le podcast où on explore l'univers de l'aïkido, cet art martial fascinant qui met l'harmonie, mouvement et philosophie. Je suis Amine Bouffane, votre hôte, et je suis ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un invité exceptionnel pour inaugurer cette série. Stéphane Etève, qui est un passionné et un visionnaire dans le monde de l'aïkido. Il est 5e dan, directeur technique régional de La Réunion, enseignant et un fervent défenseur d'une approche moderne et inclusive sur l'aïkido. Mais au-delà de ces titres, Stéphane est avant tout un homme dont le parcours est inspirant, marqué par une recherche constante d'innovation et de partage. Aujourd'hui, il nous parlera de son histoire, de sa vision pour l'aïkido et des défis qu'il rencontre en tant qu'enseignant et pratiquant engagé. Stéphane, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous raconter qui est Stéphane Etève? C'est quelqu'un que je connais pas en fait. Enfin, en tout cas, celui que tu as décrit là, je sais pas qui c'est. Hein. Oui, bah, en fait, de profession, je suis enseignant d'EPS. Ça fait maintenant près de 30 ans que j'enseigne, peut-être pas 30 ans, 27 ans que j'enseigne l'éducation physique. Et oui, je suis passionné d'aïkido. Je ne sais pas si je suis un visionnaire, mais j'ai une conception, une vision, effectivement, qui peut-être diffère un peu de ce qu'on retrouve habituellement sur les chemins de l'aïkido, oui. Voilà. Mais je ne sais pas si on peut dire que je suis visionnaire. En tout cas, il y a des gens qui t'ont décrit, pour moi, en tant que visionnaire d'aïkido, donc c'est pour ça pourquoi je pose la question. Ouais, mais ils avaient raison en fait. Mais en fait, je ne le savais pas que j'étais visionnaire. Bah voilà. Et puis, ça fait maintenant 37 ans que je fais de l'aïkido. J'ai commencé, j'avais 15 ans. J'ai juste fait un tout petit break pour mes études quand je devais passer mon concours, là, mon CAPEPS. Ouais. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et voilà. Et je mène mon petit bonhomme de chemin. Tranquillement. D'accord. Et du coup, comment l'aïkido est rentré dans ta vie? Par hasard, toujours par hasard. Je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur en fait. Hein. Ouais. Et j'avais eu à l'époque, quand j'étais jeune, un coup de cœur pour notre ami Bruce Lee. Tu vois qui c'est? Enfin bref, tous les jeunes de mon âge étaient fans de Bruce Lee. Et en regardant l'un de ses films, je voulais absolument savoir ce qu'il faisait. Et dans un générique, j'ai vu Hapkido. Voilà, Hapkido. Et un jour, en faisant les courses avec ma mère, on quitte le centre commercial, là, et on passe dans une rue, et puis je vois écrit Aïkido. Je fais « Ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire !» Et depuis, je suis monté sur le tapis. Je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ce que faisait... Bruce Lee. Ouais. Je savais même pas que ça s'appelait Jeet Kune Do d'ailleurs à l'époque. Et puis voilà, j'ai mis le pied sur le tatami et je suis resté. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques? 37 ans. 37 ans. Wow. Bon, en tout cas, c'est fou. C'est fascinant en fait de voir comment une simple confusion a pu changer ta vie. Ouais, carrément. Ouais. Après, je sais pas si ça a changé ma vie, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux à l'époque quand j'étais jeune. Moi, je suis un fou de la bagarre. Hein. Ouais. J'ai fait du karaté, du judo, du kung-fu, du wing chun, un peu de boxe, voilà.
Mais j'ai toujours papillonné dans ces trucs-là. Et en fait, je recherchais quelque chose que je ne trouvais pas dans ces activités-là. Et pourquoi l'aïkido? Parce que, pourquoi pas, voilà. Oui. Et je pense que c'est mon premier prof, Lucien Sylvestre, à qui je dois d'être resté sur le tapis. Voilà. Il a su peut-être me donner à manger et puis mettre de la saveur dans la discipline. Voilà. Ok. Et parle-nous un peu de tes premières années en aïkido. Comment ça s'est passé du coup quand tu as découvert que... On était une bande de timbrés en fait. Ça n'a pas changé, hein, tu me diras. Ouais, c'est ça. En fait, pour nous, c'était avec les copains, c'était la bagarre. Hein. Il fallait que ça pète, il fallait que ça envoie, il fallait que ça fasse mal, il fallait que ça jette, voilà. Et donc, on était un petit groupe de jeunes et en fait, on s'amusait, on s'éclatait, voilà. Et honnêtement, je crois que Lucien, il a vraiment su nous mettre sur le chemin. Et puis, au fur et à mesure qu'on a progressé, on s'est un petit peu assagi. Oui. Voilà, mais on n'est pas passé à côté d'un poignet, d'une côte, d'un bleu, d'une dent qui a sauté, ou... voilà, mais c'était rigolo. C'est fou parce que du coup, en tout cas les gens qui ne connaissent pas l'aïkido, quand ils vont découvrir, quand ils vont voir ce que c'est l'aïkido, ils disent qu'il y a peu de chances en fait, de faire mal ou se faire mal en fait, dans l'aïkido. Et c'est vrai que... En fait, en aïkido, alors il y a peu de chances. Non, il y a beaucoup de chances de se faire mal. Okay. Voilà. Ou de malchance, je ne sais pas. Ouais, parce que toutes les techniques en fait, en aïkido, c'est soit des blocages articulaires, des torsions, même les atémies, parfois il peut arriver qu'on ne les contrôle pas, les projections, les ukémis mal réalisées, on peut se blesser, on peut facilement faire mal à son partenaire. Ouais. Ouais. On se fait moins mal, nous, sauf peut-être sur une mauvaise chute, mais le partenaire, on peut facilement lui faire mal. Et c'est toute la difficulté de la pratique, c'est d'être capable de s'entraîner et de devenir suffisamment bon pour ne plus faire mal. Voilà. Mais ça fait 37 ans que j'apprends à ne plus faire mal. J'ai encore pas atteint mon but. Ouais, écoute. Et du coup, quand tu as commencé, qui ont été tes mentors? Mais quoi? Tes mentors, tes idoles de l'aïkido. Ah, mes idoles de l'aïkido. Ouais. Alors, au début, quand j'ai commencé, j'étais fasciné par la pratique de Christian Tissier. Ok. Voilà, vraiment, vraiment. Donc, et puis, notre professeur Hubert Fontaine, donc on appelait communément Daddy, était un élève direct de Christian Tissier. Okay. Donc, toute sa pratique était issue de, entre guillemets, ce que les gens qualifient de la lignée Tissier. D'accord. Voilà. Et c'était un aïkido, moi j'étais jeune, voilà, que je trouvais franchement percutant et dynamique, voilà. Et puis après, et puis c'était beau, c'est beau. Je veux dire, les techniques que Christian Tissier faisait, c'était vraiment très très beau. Je trouvais ça très beau. Donc il y avait le côté art. Et en même temps le côté explosif quand je voyais les chutes, c'est ça que je veux faire, vraiment c'est ça que je voulais faire. Et puis après est arrivé par hasard Monsieur Goutard, voilà, qui a tout changé, voilà. Et en fait il fait la même chose que Monsieur Tissier mais de l'autre côté. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je pense que Philippe a une conception de l'aïkido. Alors bien sûr, il a évolué dans le temps. Hein. Voilà, il n'est pas resté aussi con qu'il l'était à l'époque, hein, mais comme tout le monde, on était cons, il était con, nous étions cons, et aujourd'hui, on l'est un peu moins. C'est ça. Voilà. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si c'est sa formation en ostéopathie qui a fait qu'il a fait plus attention au corps de l'autre, mais il a changé sa manière de pratiquer, et j'ai du mal à l'expliquer. Je veux dire, j'ai redécouvert un aïkido puissant, mais doux. Alors certes, c'était pas des jolies cascades, des jolies chutes, des beaux ukémis qui volaient de partout. Il en a fait aussi, hein. Mais je crois que c'est un aïkido qui nous permet de rester longtemps sur le tapis
sans trop de bobos, avec des hanches qui fonctionnent encore, des genoux qui fonctionnent encore, des épaules qui fonctionnent encore et des poignets qui fonctionnent encore. Okay. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pratiquants. D'accord. Hein. Et en fait, ces blessures du coup, dans l'aïkido qui empêchent à un moment donné, à un certain âge, de pratiquer libre comme on le faisait à l'époque, à ton avis, en fait, ça revient à quoi? Est-ce que c'est justement ces démonstrations où en fait on ne fait pas tout à fait attention aux partenaires, tout ça, ou c'est l'entraînement intensif? C'est un peu comme tous les sports de haut niveau, en fait. Tous les sports de haut niveau amènent des blessures. Ouais. Voilà, il peut y avoir la fatigue qui fait qu'à un moment donné, on est plus fragile sur le plan articulaire, musculaire, etc. Et puis, voilà, il y a une mauvaise chute, un mauvais contrôle, ça arrive. Oui. Ça peut être dû à une mauvaise pratique. Ok. Alors, c'est quoi une mauvaise pratique? On fait un art martial. Si on se dit que, ouais, mais si je te pète le poignet, c'est que ma technique était efficace. Oui, dans le sens self-défense peut-être, mais est-ce que c'est efficace pour continuer de travailler si ton partenaire n'est plus sur le tapis? Je ne suis pas certain. Et je pense que ouais, ça peut venir des mauvaises pratiques, des mauvais positionnements, où on n'a pas appris peut-être à connaître le fonctionnement des articulations. On était sur des torsions, et puis à l'époque, on s'en foutait un peu. Hein. Voilà, il fallait tordre, alors que chaque articulation a un sens. Donc il y a des axes de rotation qu'il faut respecter sur le plan mécanique, et je pense que ça, on ne l'a pas appris. Voilà. Okay. Pas suffisamment, en tout cas. Voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui fait qu'on essaye de faire un aïkido moins cassant, peut-être. Voilà. En tout cas, dans le travail de Philippe, en tout cas, c'est comme ça. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Et pour tes deux autres enseignants, du coup, qui sont Lucien et Hubert Fontaine, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez les deux? Alors, chez Lucien, c'est son côté, comment dire, un petit peu papa. Voilà, quand on était sur les tatamis, il nous parlait beaucoup, il nous chouchoutait pas mal, voilà. Et puis, il avait un côté paternaliste, on va dire. Et en même temps, nous, on découvrait l'aïkido et voilà, ça nous a marqué. Après, pour Dadi, Hubert Fontaine, sur le plan technique, il était incroyable. Okay. Une finesse, une capacité à ressentir les choses, le mouvement, les placements, qui était incroyable. Okay. Vraiment incroyable. Il était très très bon. Okay. Très très bon, ouais. D'accord. Et du coup, ensuite, tu as gravi les échelons, tu as pratiqué un bon moment en Kyu. Et puis, tu as dû t'arrêter, du coup, juste avant dans ton Shodan. Voilà. Alors, quand je devais passer mon Shodan, j'avais en même temps le concours du CAPEPS. Ouais. Donc, il faut faire un choix. Hein. Oui. Donc, j'ai choisi le CAPEPS. Ouais, c'est vrai. Donc là, j'ai dû m'arrêter. J'ai passé mon concours. J'ai fait mon année de titularisation qui était de l'autre côté de l'île. Il y avait un club, mais qui ne me convenait pas du tout. Donc, j'y suis pas allé. Et voilà, pendant 4 ans, j'ai quasiment arrêté. Alors, je pratiquais à l'occasion, avec Dadi, mais très très peu. Et quand je suis revenu à Saint-Pierre, dans le sud de l'île, là, dans ma ville, je suis retourné au club, en pensant que c'était le club de Dadi. Et c'est Teddy Fontaine, un autre prof, qui était premier dan à l'époque, qui avait repris le club de Lucien, qui était enseignant. Voilà. Okay. Et il m'a fait tout recommencer depuis le 5e Q. D'accord. Voilà. Mais parce que c'était un autre style d'aïkido, une autre école? Non, parce que pour lui, j'étais pas bon, c'est tout. Ah d'accord, ok. Voilà. Puis il a dit, c'est quoi ça? Non, il faut tout recommencer. Okay. Voilà. D'accord. Et du coup, c'était une bonne chose, du coup, de reprendre des nouvelles bases, on va dire, à zéro? Ouais, parce que j'étais pas omnibulé par le grade et ça m'a permis en réalité de tout. Alors ce qu'il faisait, c'était pas différent, mais il avait une manière. Enfin, Teddy avait une manière très autoritaire et ce qui m'a un peu gavé aussi à un moment d'ailleurs, mais
était très très carré, très voilà. Et donc sur la construction technique, il était comment dire, intolérant. Okay. Voilà, il fallait mettre le petit doigt de pied au millimètre près, le pied, la main, voilà, il fallait tout soit carré. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et donc ça m'a permis de retravailler toutes les bases techniques. D'accord. Voilà. Mais je n'ai travaillé quasiment que la forme. Voilà. Donc je suis arrivé au premier dan après en ayant une forme qui était plutôt correcte. Ok. Voilà. Et ensuite, du coup, pour le deuxième, troisième dan, tu es resté dans le club? Bah oui. Okay. Ah, bah, depuis, j'ai pas quitté le club. Hein. Okay. Je suis resté là-bas, j'ai commencé à enseigner. Alors j'ai ouvert les sections enfants au club. Voilà, ça a été la première section enfants de Lille. Et puis j'ai commencé à enseigner et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je faisais. Ok. Voilà. Parce que l'enseignement, en fait, j'essaie de reproduire l'enseignement que j'ai vu en aïkido, mais c'était à l'opposé de ce que j'avais appris pour mon métier, quoi. Et ça ne me convenait pas du tout. Voilà. La manière d'enseigner autoritaire, descendante, voilà, ne me convient pas du tout. Voilà. Et donc, je me suis posé des questions sur qu'est-ce qui fait qu'un enseignant donne envie à ses élèves de rester sur le tapis, de continuer, et puis de progresser à la fois en étant critique, d'avoir un regard critique sur la pratique, sur l'enseignement du professeur également, et à la fois en étant ouvert à toutes les possibilités. Et pas dire, ouais, il y a le prof, lui, fait comme ça, donc c'est la vérité. Non, il y a le prof, oui, ok, il nous apprend quelque chose, mais il y a d'autres vérités. Il a sa vérité, et puis il y en a d'autres qui ont d'autres vérités. Voilà. Et donc j'essaye de faire en sorte, depuis, que mes élèves enlèvent les œillères. Voilà. Et puis tant pis s'ils vont voir quelqu'un d'autre, c'est comme ça, c'est que peut-être que... voilà. Mais ils vont voir personne d'autre. Ils font chier. Parce que t'es le meilleur prof, c'est ça? Hein? Ah non, je suis pas le meilleur prof. Je suis the prof. Attends, ben ouais, carrément. Enfin, il faudra leur demander, hein. Je sais pas en fait. Bah, écoute. J'ai une manière d'enseigner qui n'est pas classique, peut-être, je sais pas. J'en sais rien. Ok. J'enseigne selon mes convictions. Voilà. Moi, je vais laisser aux auditeurs, auditrices, du coup, qui peut-être seront tes élèves, pour répondre à... Surtout, vous dites que je suis the prof. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Pas de problème. Du coup, ensuite, en fait, tu es resté dans le même club jusqu'à ton 5e dan, c'est ça? Et tu m'as dit qu'à partir jusqu'à aujourd'hui. Ok. Voilà. Et c'est à partir de 3e dan, du coup, où tu t'es rendu compte que la pédagogie d'enseignement dans l'aïkido, ouais, elle n'était pas... Ouais, alors ouais, là j'ai commencé à réfléchir sur la pédagogie. J'ai repris un petit peu mes cours de CAPEPS, etc. Et puis je me suis dit, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose à la fédération. C'est des préparations d'enseignants dignes de ce nom. Voilà, parce que pour moi, c'est pas satisfaisant. Okay. Pas du tout. Okay. Voilà. Okay. Je dis pas qu'il y a rien. Hein. Il y a comment dire, les gens ont fait avec ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont su, ce qu'ils avaient aussi comme formation. Malgré tout, il y a eu des enseignants qui ont été formés, mais pour moi, c'est pas satisfaisant. Voilà. Le niveau de formation n'est pas satisfaisant en aïkido. Okay. Et je parle en général, hein, pas que chez nous. Hein. Et je pense que c'est le plus gros défaut de l'aïkido, c'est qu'on essaye de copier un enseignement à la japonaise, peut-être, qui ne convient pas du tout aux Occidentaux que nous sommes, quoi, tu vois. Et après, oui, forcément, ça marche avec certaines personnes qui acceptent le côté descendant, entre guillemets, cours magistral, voilà. Mais en réalité, ça ne correspond pas à beaucoup de personnes. Voilà. Et je pense que c'est peut-être une des raisons, je ne dis pas que c'est la raison, c'est une des raisons qui fait que les pratiquants fuient un peu les tatamis et vont voir d'autres disciplines. On n'a pas de compétition,
on n'a pas de challenge. Si en plus, on a un enseignement qui est à chier, enfin je dis les mots crûment, hein, mais voilà, donc si l'enseignant ne nous donne pas envie, ne nous fait pas transpirer, et puis, entre guillemets, si ce qu'il nous propose ne nous excite pas, bah forcément, on va aller voir ailleurs. Surtout que l'aïkido, aujourd'hui, il a tellement de concurrence avec d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat aussi. C'est, entre guillemets, la loi du marché. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que la concurrence pose problème? Non. À nous d'être à la hauteur et puis de faire ce qu'il faut pour pouvoir justement concurrencer ces activités-là. Ouais. Voilà, l'aïkido a une richesse hors du commun. Toutes les valeurs éducatives qui sont enseignées à l'aïkido, même sur le plan martial, sur le plan technique, sur le plan corporel, sur le plan social, sur le plan psychologique, je veux dire, dans tous les domaines, l'aïkido apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors oui, on n'a pas de compétition. Mais est-ce que c'est la compétition qui doit définir tous les humains? Non. Ça correspond à certaines personnes, voilà. Puis d'autres n'ont pas envie de faire de compétition. Donc, mais si en plus, bon, j'ai pas envie de faire de compétition, ah tiens, je vais essayer l'aïkido. Mais si en plus, je transpire pas, je comprends rien à ce que le prof dit, qui nous montre des trucs qui sont pas sensés, qui n'ont pas de sens, parce que quand on débute, c'est assez compliqué déjà, mais si en plus on comprend rien à ce qu'il fait et qu'on lui dit ferme ta bouche et puis fais ce que je te dis, bah forcément on va voir ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Et on rajoute là-dessus un protocole, enfin une étiquette qui est très 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 rigoureuse. Voilà. Moi, rien qu'à cause de cette étiquette, il y a plein de gens qui sont partis, hein, parce que c'est trop protocolaire, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'assouplir les choses, sans dire qu'on renie l'étiquette, tu vois, mais d'assouplir un peu les choses, d'être un peu plus joyeux sur les tapis, pas forcément rigide, voilà. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que certains enseignants, enfin, souvent même, en fait, ils vont oublier cette règle, qui est d'ailleurs affichée à l'Aikikai. Hein. C'est au sensei qui l'a dit, il faut pratiquer dans la joie. Le texte, il est bien affiché, mais j'ai l'impression que souvent, les gens, comme tu dis, ils vont tellement prendre cet aspect un peu autoritaire, et du coup, non, on fait comme ça, non, on parle pas sur le tatami. Et comme tu dis, en fait, à un moment donné, en fait, on s'éclate plus, on s'amuse plus. On s'amuse plus, et du coup, alors nous, on est passionnés, mais voilà. Les jeunes, en fait, ou ceux qui débutent en général, tout de suite, ils perdent l'intérêt. Oui, après, ça n'empêche pas qu'il faut leur apporter aussi un peu de rigueur. Oui, tu comprends ? Mais oui, pratiquer dans la joie, la bonne humeur, enfin, franchement, pour moi, c'est un minimum. Ouais. De toute façon, alors je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, on n'apprend que de celui qu'on aime. Okay. D'accord ? Donc si les élèves n'aiment pas le prof parce que il fait chier, il est gavant, il ne nous fait pas transpirer, forcément ils vont partir. Oui. Ils ne vont rien apprendre, ils vont partir. Ouais. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut que le prof fasse tout pour que ses élèves l'aiment, mais je pense qu'il devrait tout faire pour que les élèves aiment son enseignement. Okay. Voilà, pas la personne, on s'en fiche de la personne. C'est pas, voilà, tu peux mettre un enseignant lambda, ça peut être n'importe qui. Ouais. À partir du moment où il sait donner envie, intéresser ses élèves, les motiver, leur apporter ce dont ils ont besoin, pas ce dont ils ont envie, oui. Ce dont ils ont besoin, forcément ça colle, ça marche. Okay. C'est le premier, la première marche de l'acte pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'intéresser les élèves sur le plan intellectuel, sur le plan physique. Donc ils ont besoin de l'énergie, il faut dépenser de l'énergie, oui. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de travailler de manière dynamique, il y en a d'autres qui sont peut-être plus âgés, qui vont peut-être travailler plus lentement. Et puis en aïkido, il y a des gabarits différents, tu vois, des filles, des garçons, des grands, des gros, des petits. Voilà, il y a tout, il n'y a pas de catégorie. Et donc l'intérêt, c'est de motiver tout le monde et d'apporter à chacun ce dont ils ont besoin. Mais c'est très difficile et ça demande une formation.
Après, il y a des enseignants qui savent très bien faire. Hein. Voilà, heureusement. Voilà. Mais quand je regarde les statistiques, malheureusement, l'aïkido est vieillissant, et 2, les jeunes ont tendance à ne pas trop venir à l'aïkido. Voilà. Alors, dans la deuxième partie de ce podcast, on va parler de la vision et la pédagogie de l'enseignement de l'aïkido. Est-ce que tu es prêt? Bah ouais, toujours, comme les scouts, toujours prêt. Allez. Moi, en fait, je ne te connaissais pas avant, mais depuis peu de temps, je te suis quand même pas mal. On a discuté un peu avant de se rencontrer. Et j'ai lu beaucoup d'articles que tu as postés. C'est très impressionnant, en tout cas pour moi, un jeune enseignant, on va dire, parce que franchement, tu abordes beaucoup de points que quand tu parlais de méthodologie d'enseignement, ou de pédagogie d'enseignement, ou même de formation d'enseignement, c'est très peu mentionné. Par exemple, moi j'ai fait en formation de BF, et c'est vrai qu'à part la PPO, que moi, à titre perso, je m'en sers pas autant en fait pour... Mais personne s'en sert de la PPO pour enseigner. Pour enseigner. Moi, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu as déjà fait le tableau là pour la grille des cours? Non, malheureusement, mauvais élève. En fait, oui, c'est sûr que je suis un mauvais élève. Mais en fait, souvent, je viens avec une idée d'un cours en tête, mais quand j'arrive et je vois par exemple que, je sais pas, mes élèves, ils pètent un peu la forme, en fait, tout de suite, du coup, je vais ajuster. On monte un peu le niveau. Comme il y a des jours où il pleut, ils sont déjà là un peu démotivés, il faut que du coup je m'adapte un peu. Et alors, c'est vrai que ça ne me sert pas trop. Comme tout, l'enseignement, ça s'apprend. Enseigner, ça s'apprend. La PPO a un avantage qui est celui d'apprendre à la personne à structurer un cours. De réfléchir à des objectifs concrets, d'être capable de les formaliser de manière concrète et de les rendre opérationnels sur le tatami. D'accord ? Donc c'est un bon début pour apprendre à enseigner. Sauf que ça ne correspond pas totalement à la réalité de ce qu'on enseigne en aïkido parce que c'est trop, en tout cas c'est mon point de vue, c'est trop fragmentaire ou on découpe, on saucissonne un petit peu trop l'activité et on occulte pour moi toute la dimension holistique de l'aïkido. Voilà, donc l'aïkido, c'est pas simplement être capable de se placer, être capable de sortir de la ligne, être capable de faire un taisabaki. C'est pas que ça l'aïkido. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et je pense que, alors certes, la PPO est très adaptée. Alors PPO, c'est pédagogie par objectif, pour les auditeurs qui nous écoutent. La PPO est très adaptée dans le monde de l'entreprise parce qu'on a besoin que les professionnels soient opérationnels très vite. D'accord ? L'aïkido prend beaucoup plus de temps. Et ce n'est pas simplement en apprenant à sortir de la ligne qu'on va devenir opérationnel tout de suite. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des attitudes. En fait, il faut penser à développer des compétences. D'accord ? Et je pense que l'approche par compétences est plus adaptée à l'enseignement de l'aïkido. Voilà. Après, forcément, c'est une démarche qu'il faut apprendre, qu'il faut intégrer. Et puis surtout, il faut qu'on soit prêt, que les enseignants soient prêts à accepter de se remettre en question, ce qui n'est pas gagné. Parce que c'est très difficile de changer les mœurs, les us, les coutumes. Et quand on a été bercé par la PPO pendant 40 ans, c'est difficile du jour au lendemain de se dire « Ah ben tiens, non, je vais changer mon enseignement et je vais faire autre chose ». Et dans la réalité, en fait, c'est ce que je reproche un petit peu, on forme des enseignants donc en leur apprenant, entre guillemets, à se servir de la PPO, mais dans la réalité, personne ne fait de la PPO.
ils sont quasiment tous dans une approche par compétence parce que c'est la pratique qui veut ça, c'est l'aïkido. L'aïkido, c'est quelque chose de global, de général. On ne peut pas la saucissonner autant que ça. Voilà. On ne peut pas avoir un objectif pour une technique ou une technique pour un objectif. Il peut y avoir un objectif et plusieurs techniques qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif, si tu veux. Tu vois. Et voilà. Après, l'avantage de la PPO, c'est que ça te permet de, mettre sur le papier ton plan de cours. Et je pense que quand on débute l'enseignement, c'est important de faire ses fiches de cours. Voilà. Même en EPS, moi j'ai fait ça pendant des années. J'ai fait des fiches de prep pour toutes les activités. Et puis à un moment donné, tu te dis ah ben ça fonctionne bien, je le garde, ça fonctionne pas, je le garde pas, je le mets de côté. Et on finit par se constituer un petit répertoire. Et après, on n'a plus besoin de faire ces fiches de cours parce qu'on a automatisé toute la démarche en fait. D'accord ? Alors l'approche par compétence, c'est pareil, c'est une démarche, il faut l'apprendre. Elle est beaucoup plus ouverte que la PPO, donc elle se met en place beaucoup plus facilement. Elle est moins, entre guillemets, rébarbative. Okay. Mais voilà, il faut apprendre la démarche. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à l'entendre dans le monde de l'aïkido. Voilà, parce qu'il y a des œillères. Je le dis, je persiste et je signe. Il y a des œillères dans le monde de l'aïkido qui ne veulent pas comprendre ou accepter qu'autre chose puisse exister dans le monde de la formation. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc du coup, je fais mon petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, je vais sortir un document qui sera en accès libre pour tous ceux qui veulent enrichir leur formation. Et voilà. Chacun en fera ce qu'il voudra après. Okay. La question suivante, en fait, c'était justement par rapport à ton livre. C'est le livre de l'enseignant, c'est ça ? Cahier de l'enseignant. Cahier de l'enseignant, ok. En fait, moi, quand j'ai dit que j'ai lu ton travail à travers les réseaux sociaux, tes articles, ton blog, on va appeler ça, c'est vrai que tout de suite, j'ai remarqué que tu as une volonté de changer un petit peu la pédagogie de l'enseignement. Et tout à l'heure, avant que je pose la question, tu as mentionné que il y a certains enseignants en fait, qui ont besoin de formation. Est-ce que tu trouves en fait, que quand quelqu'un passe par exemple un brevet fédéral, pour lui c'est bon, c'est un formateur, c'est un enseignant, donc en fait il ne se forme plus et c'est la pire des choses. Et du coup, oui, c'est ça en fait. Le problème c'est que... Moi, je te dis honnêtement, je trouve anormal qu'une personne soit 6e dan, soit encore BF. D'accord. Ok. Voilà. Après, alors... Non, je corrige. C'est pas anormal qu'il soit BF. Il peut rester brevet fédéral puisqu'en fait, ça lui permet d'enseigner bénévolement. Oui. Donc, il n'a pas besoin d'un diplôme professionnel. Oui. Si voilà un enseignant qui est brevet fédéral, il peut enseigner toute sa vie avec son brevet fédéral parce qu'il n'a pas l'ambition de se faire rémunérer. Okay. Par contre, il faut qu'il continue de se former. Je veux dire... Certes, il ne va peut-être pas passer d'autres diplômes, un CQP ou un DEGEPS, s'il n'en a pas besoin, mais il faut qu'il continue de se former. Parce que les théories, les méthodes pédagogiques évoluent, les théories de l'apprentissage évoluent, enfin plus trop maintenant, mais encore que. Il y a beaucoup de choses. Les techniques évoluent, la conception de l'aïkido évolue, enfin, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et... je pense que d'arrêter de se former en se disant ça y est, j'ai le BF, je suis le prof ultime, non, c'est pas vrai. Voilà, tout le monde a besoin de se former, tout le monde. Et d'autant plus les enseignants qui sont depuis longtemps enseignants. Voilà, parce que ça va avec, entre guillemets, le métier. Voilà. Alors moi, il y a quelque chose en fait qui me revient à l'esprit du coup quand je pense à ça, c'est... Est-ce que la fédération, par exemple, ou les fédérations d'aïkido ne doivent pas veiller qu'un enseignant, par exemple, qui a un brevet fédéral, doit suivre au moins une, voire deux formations ou des écoles de cadre, quelque chose par année, pour justement en fait qu'il n'y a pas un grand gap de pédagogie.
Parce que c'est vrai que moi... C'est pas le rôle de la fédération. C'est pas le rôle de la fédération. Bah okay. Non, je pense pas. Il faut que la fédération te donne... Alors tu me diras, est-ce que la fédération doit communiquer pour un club? Non, la fédération communique pour l'aïkido, pas pour le club. Okay. D'accord. Est-ce que la fédération doit obliger un enseignant à se former? C'est pas son rôle. La fédération met en place des outils, des formations. Maintenant, elle incite les enseignants à se former, mais voilà, si la personne ne veut pas se former, ben, elle ne se forme pas. Après, on a un autre problème en aïkido, c'est qu'on considère que le grade fait tout. Voilà. Donc, je suis 6e dan, 7e dan, 5e dan, ça va, je sais. Je connais l'aïkido, je peux l'enseigner. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. On peut être un très très bon technicien et un très mauvais pédagogue. Voilà. Après, on peut être premier, 2e dan. Alors certes, on ne va pas enseigner les techniques, voilà, on va enseigner des techniques à son niveau, mais être très bon pédagogue. Et puis donner envie à des gens de rester sur le tapis, puis de continuer, et puis d'aller voir d'autres personnes, et de continuer de se former, devenir 3e dan, et voilà, donc ça continue. Je pense que c'est un vrai problème en aïkido. C'est-à-dire que le grade vaut plus que tout. Okay. Voilà. Alors que le grade, c'est juste quelque chose, c'est une reconnaissance entre nous, hein, il n'a de valeur que sur le tatami. Voilà. Par contre, être capable d'enseigner une discipline, ça peut être l'aïkido, la boxe, le volleyball, le football, le skateboard, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ça s'apprend, comme l'aïkido, ça s'apprend. Et tout à l'heure, du coup, quand tu parlais de la PPO et l'efficacité, en fait, on va dire, de cette méthode dans l'enseignement, pourquoi, en fait, dans les formations qu'on trouve aujourd'hui, pourquoi, en fait, on n'ajoute pas d'autres méthodes de... À cause des œillères. Ok, donc c'est eux qui freinent tout. C'est pas de... Voilà, il y a des levées de boucliers parce que, c'est trop compliqué, oui, mais on ne fait pas un master Aikido. Okay. Voilà, d'accord. On n'a pas l'ambition de faire une thèse. Voilà, tu comprends, alors que ce n'est pas une thèse, mais il y a forcément des données théoriques qu'il faut mettre en place. Il y a des... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut digérer, alors que la PPO, ça fait 40 ans qu'on l'a digéré, donc pourquoi faire des efforts? Pourquoi aller apprendre autre chose? Tu vois? Puis surtout, pourquoi changer les habitudes alors que jusqu'à présent, ça fonctionne? Tu vois? Ça fonctionne mal, mais ça fonctionne. Donc, et puis après, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui ait la compétence de dire pour faire évoluer le système. Donc, mais si dans tout on va dire le bassin de l'aïkido, dans le monde de l'aïkido, tout le monde a grandi, a été bercé par la PPO, bah forcément, tout le monde va enseigner la PPO. Voilà. Et c'est vrai que pendant longtemps, la PPO a été, que ce soit dans le monde de l'entreprise, même dans le monde de l'éducation, a été une démarche pédagogique qui avait de la valeur. D'accord ? Mais, comme je dis, les choses évoluent. Depuis les années 70, il y a d'autres méthodes qui se sont mises en place. Et aujourd'hui encore, il y a encore d'autres méthodes qui se mettent en place. Et du coup, Stéphane, avec ton cahier d'enseignant qui sera normalement disponible bientôt, c'est quoi en fait ta volonté à travers ce cahier? Montrer qu'il y a autre chose qui existe. Ok. Voilà. Inviter les enseignants et futurs enseignants à prendre du recul par rapport à leur pratique et de se dire, certes, j'apprends, je sais qu'il y a de la PPO, ça m'a donné quelques compétences pour faire un plan de cours, gérer un plan de manière cohérente, voilà, d'analyser un thème, bon, bref. Mais dans la réalité, je fais autre chose. Je ne vois pas beaucoup d'enseignants faire de la PPO concrètement sur le tatami, d'accord ? Et donc d'être capable de dire, mais moi, en tant qu'enseignant, j'ai envie de développer des choses. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que la PPO? D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres démarches pédagogiques? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment je peux prendre en considération les motivations de mes élèves, les besoins,
Comment est-ce que je peux prendre en compte les émotions, par exemple. C'est très difficile de gérer les émotions, les représentations, les ambitions des uns et des autres, les capacités physiques des uns et des autres. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Et l'idée, en fait, première, c'est de dire, il y a une autre méthode qui existe. Faites-en ce que vous voulez, mais réfléchissez. Apprenez à découvrir ce que c'est que l'aïkido, à analyser. Si vous êtes capable d'analyser, de savoir ce que vous voulez enseigner, alors vous l'enseignerez bien. Mais si je ne sais pas ce que je vais enseigner, comment je vais l'enseigner et pourquoi je l'enseigne, je vais mal enseigner. Donc il y a 3 questions fondamentales. Et ce cahier de l'enseignant que je tente de mettre en place essaye de répondre à ces 3 questions. Quoi? En fait, c'est 4 questions. Quoi? Qu'est-ce que j'enseigne? Comment je vais l'enseigner? Avec quelle méthode? Pourquoi j'enseigne ça? Donc, quel est le sens que je vais donner à tout ce que je vais enseigner? Et à qui je vais l'enseigner? Est-ce qu'ils sont jeunes, âgés? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce qu'ils ont les capacités physiques? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Est-ce qu'ils ont des problèmes de santé, etc., etc. Enfin, toute la dimension, donc avec qui? Et voilà, on essaye de répondre à ces questions-là. Quoi, comment, pourquoi, pour qui? D'accord. Parce que c'est vrai que dans les... en tout cas dans la formation moi, que j'ai fait, qui est le brevet, on va tout de suite en fait aborder l'enseignement des jeunes, par exemple, mais c'est vrai que tu ne peux pas enseigner l'aïkido à un enfant comme tu vas l'enseigner à un adulte. Ah non. C'est différent. Donc tu as donc besoin non seulement de décortiquer la discipline, d'accord, pour pouvoir extraire les contenus d'enseignement que tu vas adapter au public enfant, jeune. Tu ne peux pas enseigner les mêmes principes. Enfin, si, ce sont les mêmes principes, mais le discours va changer, la manière d'aborder les principes va changer, le contact avec ton public va changer, et donc tu as besoin d'analyser, de décortiquer. Ok, mettons, je prends par exemple la notion de contact, qui sera peut-être plus facilement compréhensible par un adulte. Avec des enfants, comment tu fais passer cette notion? Donc ça sera le même principe, mais il y a une manière d'aborder les choses qui sera peut-être différente. Et puis surtout, quand tu t'adresses à des enfants, par exemple, c'est ne pas s'attendre à ce qu'ils se fassent exactement comme des adultes. Donc ne pas être frustré du résultat parce que ils n'ont pas les mêmes neurones, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques que l'adulte. Ils sont encore en maturité, en maturation, on va dire. Donc forcément, ils ne vont pas faire ce qu'un adulte peut faire. Voilà. Et pareil, un adulte ne fera pas ce qu'un enfant en fait. L'adulte est beaucoup plus réfléchi, il est toujours en train de se poser des questions, pourquoi, comment, voilà. Et l'enfant, il faut de la spontanéité, il faut du jeu, il faut... Voilà. Donc, savoir répondre à tel public ou à un autre public, ça s'apprend aussi. Voilà. T'inquiète. Moi, là, en fait, ça me fait penser à... en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a parlé beaucoup, en fait, de cet aspect enseignement jeune. Et franchement, c'est quelqu'un que j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. C'est Fabrice Deray qui a fait 2 ou 3 livres par rapport à l'enseignement jeune. Et le tout dernier, c'est vrai que je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore totalement lu, mais c'est très intéressant parce que du coup, un peu comme toi, il n'aborde pas la pédagogie traditionnelle, entre parenthèses. Non, pas du tout. Surtout pour un public jeune. Le mérite de Fabrice Deray, c'est que c'est un autodidacte. Hein. Il s'est intéressé à l'enseignement enfant, ça fait un moment qu'il bosse là-dessus, il a réfléchi, il s'est creusé les méninges, et de par sa formation originale, il aborde un petit peu l'enseignement, si tu veux, par le biais de la... Alors je ne dis pas psychomotricité, mais surtout par le biais de la motricité. Le jeu, la motricité. Et c'est quelqu'un qui a réfléchi, oui, et heureusement. Il n'y a pas que lui qui a réfléchi, hein, mais c'est vrai que Fabrice Deray a
a un petit peu approfondi le domaine. Et pour moi, c'est peut-être l'un des ou le spécialiste de l'enseignement jeune, parce que, je veux dire, il s'est sorti les doigts du... Je me taire, mais voilà. Et honnêtement, son travail est remarquable, hein, vraiment, vraiment. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui existent, qui réfléchissent. Voilà. Mais ils ne sont pas suffisamment mis en valeur. Et à ton avis, en fait, pourquoi C'est vrai qu'en fait, Fabrice, aujourd'hui, il enseigne, il fait 2, voire 3 stages jeunes par an. Il y a celui qui est organisé par la commission jeune, du coup, qui est normalement un stage national, sauf si je me trompe, c'est un stage annuel. Pourquoi, en fait, on n'a pas beaucoup de stages d'enseignement pour les jeunes? Il faut poser la question aux anciens, je ne sais pas. Voilà, le public jeune n'a pas intéressé beaucoup les enseignants d'aïkido. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un problème de formation, et puis 2, les enfants, ça ne paye pas beaucoup. Voilà, pourquoi aller faire des stages gratis ou qui ne payent pas beaucoup, quand on peut faire des stages avec beaucoup de monde qui paye beaucoup. Tu comprends ? Je ne dis pas que c'est la réalité, hein, j'en sais rien. C'est une analyse que moi, je fais de la situation. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a une carence à ce niveau-là et qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé au public jeune et enfant. Voilà, depuis 40 ans. Il y a eu ces dernières années une prise en compte de ce retard, mais je crois que ça va rester un retard. Voilà. Heureusement que dans les clubs, il y a des enseignants dévoués et qui ont l'ambition de développer la pratique des jeunes. Heureusement. Voilà. Mais c'est vrai que sur le plan fédéral, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour eux, quoi. Voilà. Donc on ne peut compter que sur les bénévoles et les personnes au sein des clubs eux-mêmes. Et malheureusement, en fait, c'est ce que tu dis, en fait, ça rejoint le constat général de la baisse des aikidoka jeunes aujourd'hui. Et du coup, on se dit, mais voilà, la population est... oui, est vieillissante. Et on baisse. Oui, et on baisse. Forcément. Alors, je le dis souvent, je l'ai même écrit, hein. Alors, je ne parle pas des enfants, je parlais des ados, des jeunes adultes, voilà, on va dire entre 15 et 25 ans. Voire même 30 ans. Un jeune qui ne transpire pas, il va aller transpirer ailleurs. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Je veux dire, quand tu montes sur un tatami, que tu sors de là, ton kimono est sec, tu ne reviens pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne reviens pas. Tu vois ? Donc... c'est ce que je dis, il faut... Alors l'aïkido a une dimension philosophique, certes, mais elle a aussi une dimension énergétique. Alors je ne parle pas de ki, kamehameha, etc., tu vois, mais une dimension énergétique sur le plan physiologique. Je veux dire, il faut transpirer, il faut dépenser de l'énergie, il faut qu'on ait quelques courbatures, il faut se renforcer musculairement pour éviter les blessures. Mais non, mais tout ça, c'est prohibé. Faut pas. Il faut juste se connecter au cosmos. C'est bien. Et du coup, dans ton cahier d'enseignant, tu partages un peu ta propre pédagogie ou pas ? Oui. D'accord. Et alors, ma propre pédagogie, non, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai adapté à l'aïkido. Je veux dire, je ne fais pas tout à fait la même chose quand j'enseigne le volleyball ou le... Voilà, oui. C'est une démarche que j'utilise, que j'adapte à l'aïkido. D'accord ? Donc j'essaye de décortiquer la discipline, de réfléchir au contenu d'enseignement, de dire, bon ben voilà, un premier dan, quelles sont les compétences qu'on va chercher à développer chez un premier dan, en tenant compte des exigences pour les passages de grade, parce que c'est aussi une réalité. Quelles sont les compétences que je développe pour un deuxième, un troisième, un quatrième dan, et aujourd'hui pour un cinquième dan, parce qu'il y a un examen cinquième dan. D'accord ? Après, est-ce qu'on a besoin de développer les compétences pour un cinquième dan ? Je ne pense pas. Mais du premier au quatrième dan, je pense
qu'il est nécessaire d'avoir des référentiels de compétences en disant voilà ce sur quoi on va travailler. Voilà. Et plutôt que des objectifs comme sortir de la ligne, faire un taille sabaki, oui, bon, il faut savoir sortir de la ligne, etc. Mais ce n'est pas une compétence globale. On a besoin d'un aikidoka. Un aikidoka, il a besoin de gérer une distance, de construire une technique avec fluidité, dans la spontanéité, de répondre à une attaque sans être écrasé, voilà. Puis surtout de ne pas blesser, de ne pas se blesser. C'est quelque chose de beaucoup plus large, en fait. Du coup, dans ton propre cahier d'enseignement, tu parles de quoi exactement? Tu abordes quoi exactement? Une partie didactique, donc où là, je réfléchis sur la nature de la discipline, donc je définis sa logique interne, les ressources qui sont utilisées en Aikido, le problème fondamental de l'Aikido. Alors, le problème fondamental, c'est ce qui fait qu'on fait de l'aïkido. Et quand il y a deux pratiquants qui sont ensemble, forcément, ils doivent résoudre quelque chose pour dire qu'ils sont dans la pratique. En aïkido, par exemple, c'est l'harmonisation. Cette fameuse première lettre de l'aïkido. Comment s'harmoniser? C'est un vrai problème. D'accord? D'abord, je m'harmonise avec moi. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir s'harmoniser avec l'autre. D'accord? Mais voilà, l'harmonisation, c'est le problème fondamental. Après, et puis dire, du coup, pour arriver à cette harmonisation, pour résoudre ce problème de l'harmonisation, quelles sont les compétences que je dois développer? Alors, si le problème fondamental était, par exemple, ma survie, je fais un sport de self-défense, d'accord? Mon problème à moi, c'est pas de m'occuper de l'autre, je ne cherche pas à m'harmoniser avec l'autre, je cherche à sauver ma vie. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour sauver ma vie? Donc je vais construire un kit d'outils pour que, quelle que soit l'attaque qui arrive, bam, 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 je règle le problème et je m'en vais. Sauf qu'en aïkido, ce n'est pas aussi simple, puisqu'on doit s'harmoniser avec l'autre, sans le blesser. D'accord? Et donc, quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Voilà, donc il y a tout un tas de compétences. Apprendre à gérer le contact, apprendre à écouter l'autre, travailler sans bloquer. Ça ne veut pas dire ne pas être puissant. Voilà. Être puissant, mais doux. Comment je peux faire? Comment je peux projeter un partenaire très fort sans lui faire mal, sans le blesser? Comment je peux bloquer une articulation sans faire mal au partenaire? Voilà. Ça, ce sont des compétences dont j'ai besoin en aïkido. Mais si le problème fondamental était de régler ma survie, je m'en fous de son poignet, son coude, je le casse et puis hop, je m'en vais. Et voilà, donc j'étudie ça, les ressources, le problème fondamental, la logique interne, et puis après, je définis les niveaux de pratique. Donc c'est quoi un premier dan? Quelles sont les compétences globales attendues pour un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième dan? Je me suis arrêté à là, parce que je ne suis pas sixième dan et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être sixième dan. Et à partir de là, de définir des axes de travail prioritaires pour chaque niveau. Ça, c'est la première partie. Et des contenus d'enseignement. La deuxième partie sera une partie beaucoup plus pratique, c'est-à-dire pédagogique. Concrètement, comment je définis des objectifs de cours. Mais pas que sur un cours, sur plusieurs cours, donc sur un cycle, d'accord, pour travailler sur du plus ou moins long terme. Comment je régule, comment je remédie aux problèmes, comment je pose ma voix en tant qu'enseignant, comment je gère le groupe, comment... Voilà, il y a tout ça qui est pris en considération, en fait. Comment je simplifie, je gère l'hétérogénéité du groupe.